Bonjour à tous, vous êtes sur We Have a Dream. Alors aujourd'hui, j'interviewe Thierry Tournebise, qui est psychopraticien, qui est l'inventeur de la myosthésie. Et aujourd'hui, il va nous parler de la posture de non-savoir. Oui, le non-savoir. Alors, le non-savoir, on doit bien comprendre que ce n'est pas ne rien savoir du tout. Hmm. Nous savons des choses. Nous savons des choses. Alors, notre savoir est quand même forcément un peu limité. Je cite souvent un éminent savant, Louis le Prince Ringuet, qui disait de son vivant, dans une émission de télévision, il avait dit, on lui avait dit, vous êtes un grand savant, il avait dit, oh, vous savez, un savant, c'est quelqu'un dont l'ignorance a quelques lacunes. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, c'est essentiellement du non-savoir. Avec un petit coin, on sait quelque chose. Ça fait penser aujourd'hui au cosmos, dont on s'aperçoit que 95% de ce qu'il constitue nous est inconnu. Et toute la science travaille sur les 5% identifiables pour le moment. Donc, on trouve plein de parallèles intéressants. Mais en communication, mon savoir a quand même un rôle extrêmement important. Je sais des choses me concernant, et encore, ça mérite d'être regardé avec subtilité, parce que même nous concernant, nous avons du mal à être suffisamment clairs. Mais concernant l'autre, je dois partir du principe que je ne sais pas à sa place ce qu'il cherche à partager avec moi, et je vais le prendre comme ressource essentielle pour m'éclairer. Le non-savoir, j'ai mis un article sur mon site internet que j'ai intitulé « Le non-savoir, source de compétence », ça va jusque-là, en plaisantant, en disant même à un moment, il pourrait presque être pertinent de passer un DU en non-savoir, si ça existait, avant de faire un métier de communication ou de praticien. Car à chaque fois que j'ai une théorie et que j'essaie de la calquer sur l'autre, j'induis chez l'autre des choses du fait de ce que je crois. Même quelqu'un comme Toby Nathan, qui travaille en éthopsychiatrie, explique que souvent, les patients, ils ont les maladies attendues dans leur culture. Parce que le savoir des uns induit un peu ce qui se passe chez l'autre. Même chez nous, Jean Maisondieu, psychiatre, explique qu'on induit parfois avec des symptômes, avec des diagnostics quelque chose. Et quand vous posez un diagnostic, après avoir vu un symptôme chez quelqu'un, quand vous posez un diagnostic, eh bien on ne sait jamais si on décrit ce qui se passe ou si on produit ce qu'on prétend décrire. Et c'est une ambivalence, et ce n'est pas simple de poser un diagnostic correct et puis de ne pas influencer la personne avec ce qu'on vient de dire. Et en même temps, c'est une commodité quand même d'avoir des terminologies, donc faut respecter ça aussi. Alors, quand j'accompagne quelqu'un, quand nous allons accompagner quelqu'un, quand un praticien va accompagner quelqu'un, sa posture de non-savoir, a priori, est extrêmement intéressante, parce qu'il va poser des questions, il va découvrir avec l'autre au fur et à mesure des émergences. Nous avons un petit peu cela dans les thérapies pas comportementales, mais dans les thérapies cognitives, avec ce qu'ils appellent la découverte guidée, dans laquelle on pose des questions, en acceptant de ne pas savoir à la place du patient, et on va se réjouir avec lui des émergences qui apparaissent. Là, c'est assez voisin de la myosthésie. Le projet est un peu différent, parce que là, c'est pour corriger des failles cognitives, alors que nous, c'est plutôt pour rencontrer quelqu'un qui appelle la conscience. On n'est pas sur le même axe. Mais au niveau de la posture, il y a quelque chose de très voisin dans la découverte guidée des cognitivistes et dans ce que j'appelle le guidage non directif en myosthésie, où on va accompagner quelqu'un, non pas pour lui faire dire de ce qu'il veut pas dire, de ce qu'il ne veut pas dire, mais pour l'accompagner dans l'expression de ce qu'il cherche à dire, ou de ce qu'appelle sa conscience en lui, sans jamais rien brutaliser. On va pas dire à quelqu'un, ça serait mieux si tu pouvais le dire, ça te ferait du bien de te confier, ça te ferait beaucoup plus de bien si tu acceptais de rencontrer en toi ce qu'appelle ta conscience. Il y a quelque chose d'important. Peut-être dans les choses qu'on sait, c'est que s'il se passe quoi que ce soit, s'il y a une résistance, en vérité, il n'y a pas de résistance. La résistance chez un patient, c'est juste une manifestation pour indiquer au praticien qu'il ne va pas au bon endroit. Et si on écoute la façon dont la résistance se manifeste, eh bien, on va retrouver le juste chemin. C'est comme un réajustement du GPS qui va recalculer le parcours par le bon endroit. On s'était un petit peu égaré. Par exemple quelqu'un, on lui demande de mettre l'attention sur celui qu'il était et il dit « j'ai pas envie ». Si on lui dit « vous essayez quand même, c'est important que vous le rencontriez », alors on essaye de vaincre la résistance, on met une énergie. Si on lui dit « ah d'accord, c'est mieux pour vous de ne pas le regarder là maintenant », en quoi c'est mieux pour vous? Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez l'attention dessus? Ben, j'ai plutôt pensé à ceci, cela. Ok, ben, mettez l'attention sur ça. Et on va trouver un chemin qui est beaucoup plus pertinent pour aller là où ça nous appelle, que de vouloir à tout prix le faire passer par où on avait décidé.
C'est comme un chemin qui se révèle sous chaque pas. Mais avec un paradoxe, c'est que ce qu'appelle la conscience du patient, pour un praticien, on est déjà un peu avec cet endroit de sa psyché, si on peut parler d'un endroit parce que c'est pas spatial. Et même si on ne sait pas ce qu'appelle sa conscience, on est déjà un peu en connivence avec ce qu'appelle la conscience du patient pour que le patient puisse le rencontrer. Sauf que le chemin n'est pas écrit et le chemin va se révéler à chaque pas du patient, puis à chaque pas du praticien avec le patient. Mais en même temps, le praticien est déjà un petit peu à destination, en train d'appeler le patient pour qu'il vienne rejoindre cet endroit en lui qu'il appelle. Et il n'y a pas tellement de résistance quand on respecte ce qui se passe chez le patient. Et c'est là où on va avoir du non-savoir, parce qu'on accepte toutes les émergences au fur et à mesure que ça se passe. Donc c'est le patient, en fait, qui, quelque part, décide du chemin. Alors, il n'en décide pas, c'est ce qui se passe. Il regarde quelque chose, il dit « j'ai pas envie de le voir ». C'est mieux pour vous de ne pas le voir. On a quand même un truc que l'on sait, on sait que si c'est ça qui se passe, c'est que c'est plus juste ainsi qu'autrement. Ça, c'est un petit bout de savoir qu'on a quand même. Par contre, la raison pour laquelle c'est mieux comme ça, on n'en a aucune idée. Alors on peut avoir des suppositions, bien sûr. On ne peut pas s'empêcher d'avoir des suppositions à l'esprit. Mais on ne s'appuie pas dessus parce qu'on sait que la réalité se trouve chez le patient et non pas dans la pensée du praticien. Enfin, la réalité du patient. Et le non-savoir, j'ai beaucoup aimé, quand j'ai lu Descartes qui est souvent mis en avant par les gens qui veulent justifier la rigueur. La rigueur, j'ai presque envie de dire bornée parfois. Moi je suis cartésien, pour dire je ne m'égare pas au-delà de ce qui est raisonnable, quoi. Et en fait, curieusement, Descartes disait je doute, donc je suis. Descartes expliquait qu'il fallait écouter en soi plutôt que d'écouter ce que nous disent les précepteurs. Sinon on y perdait notre bon sens. Il a même écrit Recherche de la vérité par la lumière naturelle, où il met en scène un sage, un lettré et un candide. Un candide, c'est-à-dire quelqu'un qui a la blancheur intérieure, qui est vierge, un petit peu d'information. Et il y a un ouvrage qu'il n'a pas terminé d'ailleurs. On le trouve dans la Pléiade, mais il n'a pas été au bout, malheureusement. Mais ça met en scène ce sage qui échange avec ce lettré d'un côté, quelqu'un qui est très cultivé et qui a beaucoup appris, et un autre qui ne sait rien. Et tout ça pour mettre en avant que le lettré est devenu un peu bené, parce que soumis à l'autorité, alors que le candide a gardé son bon sens. Et on ne sait pas que Descartes favorisait l'intuition, la sensibilité, les inspirations. Par contre, il demandait d'être rigoureux dans les démonstrations, mais elle était inspirée par des choses qui sont tout sauf rigoureuses, qui sont j'accepte de ne pas savoir et je me laisse inspirer, je vais avoir de l'imagination. C'est un homme d'une ouverture exceptionnelle. Donc on pourrait dire que quand on met le non-savoir comme source de compétence, on est cartésien. D'accord. Ce qui semble paradoxal a priori, mais si on a lu Descartes, ça va avec lui. Et, en fait, il n'a pas dit c'est je pense donc je suis ou je doute donc. Il a dit je pense donc je suis, ça on le sait, tout le monde, mais je doute donc je suis. Je doute donc je suis, c'est quelque chose sur lequel il a bien insisté, et qu'on a un peu moins mis en exergue, mais qui est tout aussi important. Et il a dit un jour, après avoir étudié dans le monde, j'ai choisi de ne plus écouter l'extérieur et d'écouter en moi. Et quand il évoque d'écouter en lui plutôt que d'écouter les précepteurs, si on enseigne ça à l'école, c'est compliqué pour garder ses élèves avec soi. C'est justement là que ce serait extraordinaire de garder quand même les étudiants avec soi, en les invitant à écouter en eux plutôt que d'écouter celui qui enseigne. Celui qui enseigne étant là pour déployer ce qui est en eux, ce qui serait le biais de la philosophie d'ailleurs. Pour les accoucher aussi. Hein. Les accoucher un petit peu de ce qui est déjà en eux, et non pas pour leur greffer des choses. Est-ce que vous pensez que la vie c'est un accouchement perpétuel en fait? Alors voilà, ça pose la question. La thérapie en maïeusthésie, on appelle ça thérapie, j'aime pas trop ce mot-là, le mot thérapie, je me suis un peu réconcilié avec quand j'ai vu que étymologiquement, thérapeutes, c'était les serviteurs qui prenaient soin des divinités. Donc on pourrait dire, pour faire plus simple, que c'est quelqu'un d'humble qui prend soin de l'inestimable en l'autre, ou du sacré en l'autre. Dans ce cas-là, on va dire thérapeute. Mais thérapeute dans le sens chevalier qui va lutter contre le mal qui est en l'autre, c'est un petit peu ambivalent. On n'est pas en train de lutter contre le mal qui est en l'autre, mais de l'accompagner dans des justesses qui sont en train d'émerger en lui. C'est pas la même
C'est pas du tout la même dynamique. Et quand je vais accompagner, je suis désolé, j'ai perdu la question là. Est-ce que la vie est un accouchement perpétuel? Voilà, est-ce que la vie est un accouchement perpétuel? C'est important de me la redire parce que j'étais parti puis j'ai fait une digression. En fait, la vie est un accouchement perpétuel. Oui, parce que en fait, alors il y a deux choses. Il y a la restauration des éléments clivés en nous, des êtres de soi qui ont été mis à part. Donc il y a une remédiation, et ça se fait toute la vie, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu inconfortable, il y a des clivages de survie qui se mettent en place. Mais il y a un autre facteur qui est aussi un facteur de déploiement de qui l'on a à être. Abraham Maslow évoquait que la quête d'un individu, c'est de devenir l'humain qu'il a à être, et c'est souvent ce qui manque le plus, et c'est cette carence souvent qui fait les psychopathologies. En fait, le déploiement, c'est très particulier, parce que ce n'est plus une remédiation, c'est plus récupérer un élément qui a été mis à part, c'est devenir qui l'on a à être, qui est déjà en nous, mais qu'on n'a pas encore mis au monde. Ce sont deux aspects différents. Et ça, c'est un processus qui dure toute la vie. Alors pour les remédiations, parce qu'il y a beaucoup d'endroits à visiter, mais aussi le déploiement. Alors la myosthésie est plutôt une thérapie courte, puisqu'on voit un praticien, et souvent on va faire une ou quelques séances, et en une ou quelques séances, on va boucler un chemin par rapport à un symptôme donné, un appel donné, quelque chose appelle la conscience, et on va, soit en termes de remédiation, soit en termes de déploiement, accompagner cet accomplissement. Et donc c'est bouclé en une ou quelques séances, donc on va dire thérapie courte, voire ultra courte. Mais est-ce que parce qu'on a fait une remédiation à un endroit, on a pour autant accompli tout ce qu'il y a à faire dans sa psyché? Il y a énormément de choses à faire, et c'est l'œuvre d'une vie, et sans doute une vie sert à ça aussi avec la notion de déploiement, surtout qu'on va regarder au niveau de la biographie personnelle, celui que nous avons été à chacun des instants de notre vie. On va regarder au niveau de l'intergénérationnel, ce qu'ont vécu nos parents et nos grands-parents. On va regarder au niveau du transgénérationnel, ce qu'ont vécu parfois des aïeux lointains. Mais on va regarder aussi au niveau du transpersonnel des choses qui peuvent concerner des pans entiers de l'humanité, et qui vont aussi être quelque chose à considérer. Donc, un être au monde, comme disait Heidegger, c'est un être au monde et non pas un être dans le monde. C'est un être qui fait partie du monde, qui a le monde en lui et qui est dans le monde, et on est concerné par une entièreté qui nous entoure, qui est aussi en nous, et on a un chemin qui occupe toute la vie. On pourrait être toute la vie en thérapie, mais ça n'a pas de sens. L'idée d'un praticien, c'est de proposer à son patient une autonomie qui lui permette de faire beaucoup de chemin par lui-même, et c'est seulement quand c'est un petit peu trop compliqué, que ça lui échappe, qu'il va voir un praticien pour des séquences de son existence. En myosthésie, on n'est pas forcément pour des thérapies qui vont durer toutes les semaines très longtemps, ce qui est une autre approche qui peut avoir sa place, comme ça se fait en analyse par exemple. C'est un autre regard qui a aussi son importance, mais on ne travaille pas sur le même endroit. Mais ce n'est pas, et c'est là, parce que quand on dit thérapie courte, on met en balance 15 ans d'analyse d'un côté et puis 3 séances de myosthésie de l'autre, on n'est pas au même endroit. Les deux sont importants, on ne travaille pas les mêmes choses, et c'est pas parce que la thérapie est courte qu'on n'a pas un processus d'accouchement qui se fait toute l'existence. Mais l'idée, c'est qu'on éduque aussi la personne qu'on accompagne pour qu'elle puisse faire son accouchement par elle-même. Même vis-à-vis de soi, il y a du non-savoir, puisqu'on était parti sur le non-savoir. Quand nous repensons à celui que nous étions, qui a vécu quelque chose, c'est intéressant de demander à celui que nous étions, intérieurement, et c'est comment quand tu as vécu ça? Et on s'aperçoit que celui qu'on était l'a pas forcément vécu comme nous le croyons dans nos souvenirs. Il arrive qu'on pense que c'était terrible alors que celui qu'on était n'a pas souffert tant que ça. Ou il peut se faire que pour survivre, on a relativisé ce qui s'est passé en disant que c'était pas si grave, et quand on écoute celui qu'on était, il était juste complètement anéanti. Et la reconnaissance du vécu de celui qu'on était dans la nature et la dimension de ce qui était éprouvé va se faire à l'échelle de celui qu'on était et non pas avec le regard qu'on a aujourd'hui, justement. On va le valider par rapport à ce qui était effectivement éprouvé et non pas par rapport aux souvenirs qu'on en a. On ne travaille pas tellement avec la mémoire, mais avec la rencontre de celui qu'on était. Donc, ce qui veut dire que même vis-à-vis de soi-même, quand on rencontre celui qu'on était, nous serons aussi nous-mêmes en non-savoir. Donc, non seulement le praticien est en non-savoir par rapport à son patient, mais le patient est souvent en non-savoir par rapport à celui qu'il était. Et il va se faire éclairer par l'être concerné. Alors, la notion de non-savoir est quelque chose vraiment de très important. Accepter de ne pas savoir à la place de l'autre est une clé majeure pour permettre la rencontre.
Et plus nous connaissons les êtres, plus nous avons du mal à être en non-savoir. Ce qui fait que les gens avec qui nous vivons, souvent, ils disent 3 mots, on n'écoute pas la suite parce qu'on sait ce qu'ils vont dire, alors que ça fait peut-être 10 ans qu'ils répètent la même chose dans l'espoir qu'on va les entendre. Quelque chose qui se situe au-delà des premiers mots qu'ils prononçaient, mais auxquels on n'a pas fait attention parce qu'on a imaginé, on a projeté sur eux. Il y a des petits moments de révélation et de grâce qui peuvent se produire quand on se met à dire « Oui, mais en fait, qu'est-ce que tu cherches à me dire ?»« Ah, d'accord, oui, ça fait juste 10 ans qu'il essayait. » Et puis finalement, ça se passe. Donc le non-savoir permet quand même des petits miracles de rencontre. En thérapie, mais aussi dans la vie, dans la communication. Ça veut dire, quand j'accompagne quelqu'un, d'avoir l'humilité d'être celui qui ne sait pas la place de l'autre, et accorder à l'autre que celui qui sait, c'est lui. Donc c'est aussi de l'humilité, et si c'est de l'humilité, implicitement, ça veut dire qu'il y a un peu d'affirmation de soi aussi, parce que souvent, on a envie de se faire mousser au niveau du savoir pour mettre en place un paraître qui vient compenser un manque d'être. Et le manque d'être, c'est facile d'en avoir parce que on est plus éduqué dans une énergie égotique que dans une énergie existentielle. Surtout qu'en plus, l'existentiel, c'est même pas de l'énergie, c'est de la vie, c'est autre chose. Alors ça ferait un autre thème de différencier la vie et l'énergie. La vie, c'est du faire, la vie, c'est de l'être. On est sur 2 endroits complètement différents. Il y en a un qui touche l'énergie, l'autre qui touche l'existentiel. L'énergie, c'est le faire. Et la vie, c'est l'être. Ergo, ça vient de ergo, travail, c'est du faire, alors que la vie, c'est être. Et le seul qui a différencié ça, c'est Pierre Teilhard de Chardin, qui évoque la biosphère avec l'énergie physique, qui évoque la géosphère avec l'énergie physique, la biosphère avec l'énergie vitale, le grouillement cellulaire sur la planète, et la noosphère, qui est l'endroit de la vie, de l'existentiel, de l'individu, et qui explique que finalement, le monde, depuis le Big Bang, c'est la conscience qui essaye d'émerger au monde. Et il place la conscience au niveau de la noosphère, alors que la biosphère, c'est le grouillement cellulaire, qui n'est pas forcément... Enfin, c'est un outil d'expression de la conscience, mais ce n'est pas la conscience. Et il sépare les trois. Et c'est le seul endroit où j'ai vu différencier la vie et l'énergie. Parce qu'habituellement, la vie et l'énergie sont assez mélangées. On considère la vie comme une énergie subtile. Non, il y a le vital corporel et il y a l'existentiel, qui est un autre endroit que Maslow appelle ontique, la zone existentielle. La zone ontique. Il parle des besoins ontiques pour parler des besoins existentiels. Et c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment mis en exergue. Merci beaucoup pour Avec plaisir. cette petite lumière.